Dans un petit village isolé d'Afrique de l'Ouest, niché entre des collines rouges et des champs de mil, une femme met au monde une petite fille. L'air est chaud, la nuit silencieuse, et les étoiles brillent au-dessus de la case en terre battue. À première vue, tout le monde s'attendait à des cris de joie. Mais à l'instant où la sage-femme déclare « C'est une fille », un profond silence tombe dans la pièce. Le père, un homme rude et fier nommé Souleymane, détourne les yeux. Sans même jeter un regard au nouveau-né, il souffle froidement. Encore une fille, ça ne sert à rien. La mère, Fatou, est épuisée. Elle aussi semble déçue, presque gênée d'avoir donné naissance à une fille. Dans cette famille, les garçons sont vus comme des héritiers, des forces de travail, des garants de l'honneur. Les filles, elles, sont considérées comme des charges. La petite, pourtant, a de grands yeux brillants. Elle ne pleure pas fort, mais elle respire doucement, comme si elle savait déjà qu'elle n'était pas la bienvenue. On lui donne un prénom sans joie, Aïssatou, un nom porté par beaucoup, mais sans intention, sans émotion. Aucun festin, aucun tambour, aucune danse. Juste le silence. Ce jour-là, Aïssatou entre dans ce monde sans accueil, sans amour, et sans bénédiction. Mais ce que ses parents ignorent, c'est que cette petite vie silencieuse portera bientôt une voix plus forte que les leurs. Une voix que le monde entier finira par écouter. Les jours passent, puis les années. Aïssatou grandit dans cette maison où l'amour ne trouve pas sa place. Elle n'est ni battue ni affamée, mais elle vit dans une indifférence glaciale. Son père ne l'appelle jamais par son prénom. Il se contente de dire « elle » ou « la petite ». Sa mère, Fatou, l'élève sans tendresse, la traite comme une obligation. Aucune caresse, aucun mot doux, aucune histoire racontée au coucher. Aïssatou apprend très tôt à ne pas déranger. Elle marche doucement, mange en silence, se tient à l'écart. Elle observe les autres enfants du village, qui courent vers leur mère, qui reçoivent des sourires, des chansons, des conseils. Elle n'a rien de tout cela. Quand elle tombe malade, on attend souvent que ça passe tout seul. Quand elle fait quelque chose de bien, personne ne le remarque. Quand elle pleure, personne ne la console. Et pourtant, elle ne se rebelle pas. Elle garde tout en elle, comme si son cœur savait déjà qu'un jour, tout cela aurait un sens. À l'école du village, elle montre un grand intérêt pour l'apprentissage. Elle écoute plus qu'elle ne parle, et ses yeux brillent quand l'institutrice raconte des histoires d'héroïnes oubliées ou de pays lointains. C'est là qu'Aïssatou découvre un monde plus vaste, plus juste. Elle comprend que la vie peut offrir d'autres chemins que celui qu'on lui impose. Mais chez elle, personne ne s'en rend compte. Elle est là, mais comme une ombre dans sa propre famille. Et dans ce silence imposé, Aïssatou forge une force intérieure rare, celle qu'on retrouve chez ceux qui survivent à l'indifférence sans perdre leur humanité. Elle ne le sait pas encore, mais sa résilience est en train de naître. Petite pause historique, la famille des tambours de la sagesse. De quel pays nous suivez-vous? Commentez, abonnez-vous et aimez si ce n'est pas déjà fait. Continuons notre histoire. Chez sa tante, la vie d'Aïssatou devient une longue succession de corvées. Avant même le lever du soleil, elle est debout, portant un seau presque plus lourd qu'elle sur la tête pour aller puiser de l'eau à la rivière. Ensuite, elle balaie la cour, lave les casseroles noircies, pile le mil, va chercher du bois sec dans la brousse. Chaque tâche est une épreuve. La tante, une femme sèche et lasse, ne frappe pas, mais ne sourit jamais non plus. Elle parle peu, sauf pour ordonner. Aïssatou dort sur une natte posée à même le sol, sous une moustiquaire trouée. Le repas du jour consiste souvent en un peu de bouillie, parfois rien. Les jours de pluie, elle reste trempée. Les jours de marché, elle porte des charges de charbon ou de manioc pour gagner quelques pièces que la tante garde. Mais Aïssatou, bien que réduite à une vie de labeur, ne se plaint jamais. Son corps souffre, mais son esprit reste debout.
Elle a trouvé refuge dans un petit miracle quotidien, l'école du village. Chaque matin, après les corvées, elle court pieds nus, la poussière rouge collée à ses jambes, jusqu'à l'école en tôle. Elle s'assoit au premier rang, boit chaque parole de l'institutrice, comme si c'était de l'or. Elle apprend vite. Elle retient tout. Elle est curieuse, appliquée, brillante. L'institutrice, Madame Diallo, commence à remarquer cette petite fille silencieuse au regard intense. Elle devine que derrière cette apparence effacée se cache une intelligence rare. Aïssatou, elle, commence à comprendre quelque chose, le savoir peut l'emmener loin, très loin de cette misère. Chaque soir, elle récite ses leçons toute seule à la lumière vacillante d'une lampe à pétrole, et murmure une promesse au ciel. Je ne vivrai pas comme ça toute ma vie. Aïssatou, l'école devient bien plus qu'un lieu d'apprentissage, c'est son sanctuaire, le seul endroit où elle n'est ni esclave, ni fardeau, ni oubliée. Dans la salle de classe en bois brut, elle existe. Elle écoute, elle comprend, elle brille. Les cahiers usés qu'elle possède deviennent ses trésors. Elle les couvre d'écritures appliquées, de calculs précis, de dessins de pagnes et d'étoiles. Chaque mot appris est comme une graine semée dans son cœur. Pendant que les autres élèves chahutent ou rêvassent, elle reste concentrée, silencieuse, absorbée. Quand Madame Diallo pose une question, Aïssatou est souvent la seule à lever la main. Sa voix est douce, mais ses réponses sont justes. La maîtresse commence à la prendre en affection. Elle lui prête des livres, lui donne des petits biscuits en cachette, l'encourage avec des mots tendres qu'elle n'avait jamais entendus. Tu as quelque chose en toi, Aïssatou. N'en doute jamais. À la maison, c'est une autre réalité. La tante trouve que l'école prend trop de temps. Elle pense que la petite devrait travailler plus. Alors Aïssatou apprend à jongler, elle se lève plus tôt, travaille plus vite, et étudie la nuit. Même lorsque la lampe à pétrole n'a plus d'huile, elle utilise la lumière des braises du foyer pour réviser. Ses camarades la regardent parfois avec étonnement. Elle ne joue pas, elle ne se plaint pas, mais elle avance, chaque jour, avec une force silencieuse. Elle a compris que l'école est sa seule porte de sortie. Ce monde qu'il a rejeté ne lui fera pas de cadeau. Alors elle construira, seule, l'échelle qui lui permettra de s'élever. Et chaque soir, elle prie, non pas pour être aimée, mais pour réussir. Car elle sait, son avenir ne ressemblera pas à son présent. Aïssatou est en dernière année de l'école primaire. Elle est la meilleure élève de son école et même du district. Les résultats de ses examens sont exceptionnels. Les professeurs parlent d'elle avec admiration. Tous espèrent qu'elle poursuivra ses études au collège de la ville voisine. Mais la tante, elle, a d'autres projets. L'école, ça suffit. Elle est assez grande pour apprendre à tisser et se marier bientôt. Pour Aïssatou, ces mots sont un choc. Elle sent sa gorge se nouer, mais elle ne répond rien. Elle sait que crier ou supplier ne servirait à rien. Le rêve de continuer ses études semble s'effondrer devant ses yeux. Les jours passent. Aïssatou devient plus silencieuse encore. Elle continue ses corvées, mais son cœur est brisé. Le dernier jour d'école approche, et elle n'ose même pas dire au revoir à sa maîtresse. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Madame Diallo, son institutrice, ayant appris la décision de la tante, prend les choses en main. Elle envoie une lettre à une ONG qui soutient les jeunes filles brillantes issues de familles démunies. Elle y raconte l'histoire d'Aïssatou, son courage, son intelligence, son potentiel. Elle y joint ses bulletins, une photo, et une simple phrase. Si quelqu'un mérite une chance, c'est elle. Quelques semaines plus tard, la réponse arrive, Aïssatou est acceptée dans un programme spécial. Elle obtiendra une bourse complète pour poursuivre ses études au collège en ville, logement et frais payés. Quand on lui annonce la nouvelle, Aïssatou pleure pour la première fois depuis longtemps. Pas de douleur, cette fois. Des larmes d'espoir. Ce jour-là,
elle comprend qu'un miracle peut naître d'une petite pause historique, la famille des tambours de la sagesse. De quel pays nous suivez-vous? Commentez, abonnez-vous et aimez si ce n'est pas déjà fait. Continuons notre histoire. Le jour du départ approche. Aïssatou n'a pas de valise. Elle plie soigneusement ses 2 pagnes dans un sac en plastique, y ajoute un cahier, un vieux stylo, et une paire de sandales trouées. Elle ne possède rien, mais elle se sent riche d'un avenir qu'elle commence à entrevoir. Le matin du voyage, sa tante ne dit pas grand-chose. Elle lui tend quelques morceaux de gari en guise de provision, puis tourne le dos. Aucun mot d'encouragement, aucun conseil. Juste le silence, encore. Aïssatou monte dans le minibus poussiéreux qui l'emmène vers un monde inconnu, la ville. Le trajet est long. À travers la vitre, elle découvre des routes goudronnées, des maisons à étages, des visages pressés. Elle est à la fois fascinée et effrayée. Lorsqu'elle arrive dans le foyer de jeunes filles tenues par l'ONG, elle est accueillie par une femme souriante, habillée en tenue traditionnelle, qui lui dit avec douceur. Ici, tu es chez toi. Pour la première fois, Aïssatou dort sur un vrai matelas. Elle a des draps propres, une armoire, une salle de classe moderne. Mais malgré tout, elle ne parle presque pas. Elle observe. Elle écoute. Elle apprend les codes de ce nouvel univers. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Au collège, les autres élèves viennent de familles aisées. Elles ont des téléphones, des sacs de marque, des livres neufs. Aïssatou, elle, se fait discrète. Mais quand les examens arrivent, c'est elle qui obtient les meilleures notes. Les professeurs sont impressionnés par cette élève silencieuse au regard perçant. Ils ne savent pas encore ce qu'elle a vécu, mais ils sentent qu'elle vient de loin, et qu'elle ira encore plus loin. Aïssatou vient de poser le premier pied dans le monde qui changera sa vie. Les années passent. Aïssatou poursuit ses études avec une discipline de fer. Collège, puis lycée. Elle reste en tête de toutes ses classes, toujours discrète, toujours déterminée. Elle ne sort pas, ne traîne pas, ne gaspille pas une minute. Chaque réussite est pour elle une victoire sur son passé. À 18 ans, elle est admise dans une université de la capitale. C'est un nouveau monde, immense, bruyant, rempli d'opportunités et de tentations. Aïssatou choisit une filière peu connue, le design textile et art visuel. Un choix qui étonne, mais qui vient du fond de son cœur. Depuis son enfance, elle est fascinée par les pagnes que sa tante tissait, par les motifs traditionnels qu'elle voyait dans les marchés. Elle a toujours aimé dessiner des formes, créer des motifs dans ses cahiers. Pour elle, le tissu est un langage silencieux, une mémoire collective imprimée. Un jour, elle présente un projet de fin de semestre, une série de tissus inspirés de symboles ancestraux africains revisités avec une touche moderne. Ses professeurs sont ébahis. Ils découvrent non seulement une grande technicienne, mais aussi une artiste porteuse d'une vision forte. Tu as de l'or entre les mains, Aïssatou. Tu ne vends pas du tissu, tu racontes une histoire. Ce compliment, elle ne l'oubliera jamais. À partir de là, une idée germe dans son esprit, et si elle créait sa propre marque? Une maison de textile africaine de luxe, moderne, engagée, enracinée dans ses origines? Elle sait que ce ne sera pas facile. Elle n'a ni réseau, ni argent, ni expérience en affaires. Mais elle a autre chose, un feu intérieur. Une mission. Elle ne le sait pas encore, mais ce rêve va changer son destin, et celui de beaucoup. Diplômée avec mention, Aïssatou entre dans la vie active avec une certitude, elle ne travaillera pas pour quelqu'un d'autre. Elle veut créer quelque chose de sien, un projet qui porterait son nom, son histoire, sa culture. Avec les quelques économies qu'elle a gagnées en donnant des cours du soir et en vendant quelques dessins, elle achète une vieille machine à coudre manuelle, du tissu brut et loue un petit espace en bordure de marché. Ce n'est pas un atelier, à peine une pièce. Mais c'est le point de départ de son rêve. Elle commence par coudre des pochettes,
des foulards, des tenues inspirées des tenues traditionnelles mais repensées de manière élégante et moderne. Elle choisit des motifs puissants, des spirales, des soleils, des symboles de fertilité, de puissance, de guérison. Chaque pièce raconte quelque chose. Au début, peu de gens s'arrêtent. Elle ne baisse pas les bras. Elle offre quelques créations à des étudiantes influentes, les convainc de les porter sur les réseaux. Elle crée une page Instagram simple mais authentique. Un jour, une influenceuse très suivie poste une photo avec l'un de ses foulards. C'est l'explosion. En quelques jours, les abonnés affluent, les messages de commande pleuvent. Des boutiques locales la contactent. Des magazines parlent de « la jeune styliste au regard ancestral ». Elle nomme sa marque « Nafia », qui signifie pureté, grâce et résilience en langue peul. Elle embauche 2 couturières, puis 5, puis 10. Elle forme des femmes du quartier, des jeunes filles comme elle autrefois, et leur transmet son savoir-faire. Elle se souvient de ses débuts sans rien, et elle se promet de donner une chance à chaque oublié. Aïssatou n'est plus une petite fille rejetée. Elle est devenue une force créatrice, une entrepreneure en pleine ascension. Et ce n'est que le début. Petite pause historique, la famille des tambours de la sagesse. De quel pays nous suivez-vous? Commentez, abonnez-vous et aimez si ce n'est pas déjà fait. Continuons notre histoire. 3 ans après avoir lancé sa marque Nafia, Aïssatou voit sa vie basculer dans une dimension qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Sa boutique en ligne fonctionne à plein régime. Des clientes commandent depuis le Sénégal, la France, le Canada, les États-Unis. Des célébrités africaines portent ses créations sur les tapis rouges. Les journaux parlent d'elle comme de « la voix du textile africain moderne ». Elle est invitée à des conférences, des défilés internationaux. À chaque apparition, elle parle avec humilité de ses origines, de ses valeurs, de cette petite fille rejetée qui cousait sous la lumière des braises. Son premier grand moment médiatique arrive lors d'un salon du design en Europe. Son discours sur le tissu comme « mémoire vivante des peuples africains » est ovationné. Une chaîne de télévision lui consacre un documentaire. Elle tisse la douleur en espoir, la solitude en succès. À 28 ans, Aïssatou est millionnaire. Mais elle reste simple. Elle vit modestement, loge ses employés dans des conditions décentes, et reverse une partie de ses bénéfices pour financer l'éducation des jeunes filles des villages pauvres. Elle crée une fondation, les Filles du Feu, pour aider les adolescentes marginalisées à poursuivre leurs études et à découvrir des vocations artistiques. Elle retourne souvent dans les zones rurales pour rencontrer les familles, soutenir des projets agricoles, ou ouvrir des ateliers de formation. Mais ce succès fulgurant ne lui fait jamais oublier son passé. Elle pense souvent à ses parents, à ce jour où elle a été envoyée loin, sans un mot, sans une étreinte. Elle ne nourrit plus de colère. Juste un vide, un silence qu'elle a appris à apprivoiser. Ce silence, elle l'a transformé en musique. En entreprise. En puissance. En lumière. Et pendant ce temps-là, à des kilomètres de là, ses parents, eux, commencent à tout perdre, pendant qu'Aïssatou bâtit un empire discret mais puissant, dans le village où elle est née, la vie prend une toute autre tournure pour ses parents biologiques, Souleymane et Fatou. Leur première malchance survient après une longue saison sèche. Les champs de mil ne donnent rien. Les récoltes échouent. Ensuite, une épidémie frappe leurs troupeaux, ils perdent leurs chèvres, leur seul capital. Puis un incendie accidentel ravage leurs cases, réduisant en cendres leurs maigres biens. Ils n'ont pas de fil pour reconstruire. Les voisins, fatigués de leur arrogance passée, ne leur viennent pas en aide. Petit à petit, les regards changent, ceux qui les admiraient les évitent maintenant. C'est la malédiction, dit-on. Ils ont rejeté leur propre fille. Dieu les a vus. Souleymane, autrefois si fier, devient amer. Il accuse le sort, puis les autres, puis sa femme. Fatou, usée, tente de vendre des beignets au marché,
mais elle n'a ni énergie, ni talent pour ça. Ils vivent désormais de dons occasionnels, de restes, de pitié. Leur pauvreté devient visible, vêtements en lambeaux, pieds nus, yeux vides. Ils dorment sur des nattes dans une hutte reconstruite à la hâte, sans porte, sans rien de ce qu'ils possédaient autrefois. Ils n'ont plus de dignité. Un jour, au marché, Fatou entend deux femmes parler. « Tu sais la fille qu'ils ont jetée ? Elle est devenue célèbre. On l'a vue à la télé. Elle aide des enfants, elle fait de beaux tissus. » Le cœur de Fatou se serre. Elle comprend. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pleure. Pas seulement de honte. De regret. D'avoir laissé partir, sans un mot, la seule personne qui aurait pu leur tendre la main. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'Aïssatou les observe déjà, de loin. Et qu'elle a pris une décision. Un matin paisible, dans la poussière familière du village, un bruit inhabituel se fait entendre. Une voiture noire brillante s'arrête devant la case délabrée de Souleymane et Fatou. Les villageois s'approchent, curieux. Il n'y a pas de route goudronnée ici, encore moins de voitures aussi élégantes. Les parents sortent lentement. Ils n'attendent personne. Une femme descend du véhicule. Grande, droite, vêtue d'un boubou magnifique au motif tissé à la main. Des lunettes noires cachent une partie de son visage, mais tout en elle respire calme, autorité et dignité. Elle s'avance sans un mot. Souleymane fronce les sourcils. Fatou la fixe longuement. Et soudain, son cœur s'arrête. Ses yeux, elle les connaît. Ce regard profond, contenu, qu'elle a vu une seule fois pleurer dans un taxi, il y a plus de 20 ans. Aïssatou, murmure-t-elle, tremblante. La jeune femme retire ses lunettes. Ses yeux brillent, calmes, et pleins d'une tendresse que n'ont jamais su lui offrir. Oui. C'est moi. Fatou tombe à genoux, le visage couvert de larmes. Souleymane baisse la tête, incapable de soutenir ce regard. Le silence s'installe, épais, chargé de tout ce qui n'a jamais été dit. Mais Aïssatou ne crie pas. Elle ne pleure pas non plus. Elle inspire doucement, puis parle avec clarté. Je ne suis pas venue pour juger. Je suis venue pour vous aider. Malgré tout, vous êtes mes parents. Les villageois, stupéfaits, assistent à la scène sans voix. Elle tend une enveloppe, contenant de quoi reconstruire leur maison. Elle a déjà fait les démarches pour qu'un terrain leur soit attribué. Elle a prévu une pension, des soins, des habits neufs. Elle est venue non pas avec vengeance, mais avec pardon. Ce jour-là, le vent semble plus doux, comme s'il voulait lui aussi apaiser les douleurs anciennes. Dans le silence de cette rencontre, un mot que personne n'a jamais prononcé prend enfin sa place, pardon. Fatou, toujours agenouillée, ne trouve pas la force de parler. Son visage est trempé de larmes, mais ce ne sont pas celles de la peur. Ce sont des larmes de regret, de culpabilité, de libération aussi. Je suis désolée. Murmure-t-elle, la voix brisée. Je ne savais pas, je n'ai pas su, je ne mérite rien de toi. Souleymane, lui, reste debout, le regard fuyant. Toute sa fierté s'est écroulée. Lui qui croyait qu'une fille n'était rien, se retrouve aujourd'hui sauvé par celle qu'il avait rejetée. Il prend la parole, d'une voix éteinte. J'ai été un mauvais père. J'ai eu tort. Tu n'étais pas une malédiction. Tu es notre bénédiction. Aïssatou s'avance. Elle ne tremble pas. Son cœur bat lentement, fermement. Elle pose la main sur l'épaule de sa mère, puis de son père. Elle regarde chacun d'eux dans les yeux. Et elle dit calmement. Je vous pardonne. Pas pour vous faire plaisir, mais parce que j'ai choisi d'être libre. Elle ne veut plus porter la douleur du rejet. Elle veut vivre dans la paix, dans l'amour, dans la générosité. Le pardon n'efface pas ce qui a été, mais il transforme ce qui vient. Elle leur explique qu'une maison est en construction pour eux,
que des soins médicaux sont prévus, qu'elle enverra chaque mois une aide pour qu'il ne manque plus jamais de rien. Ce n'est pas un retour aux origines. C'est un geste d'élévation. Aïssatou ne revient pas par besoin, mais par choix, par grandeur d'âme. Ce jour-là, ce n'est pas elle qui est libérée. Ce sont des mois ont passé depuis la visite d'Aïssatou à ses parents biologiques. Le village a changé son regard. Ceux qui murmuraient autrefois sur la « fille jetée » la désignent maintenant avec respect. C'est une femme de cœur. Une vraie fille d'Afrique. La maison de ses parents est reconstruite, solide, propre, entourée d'un jardin entretenu par de jeunes du village qu'Aïssatou a décidé d'employer. Fatou, plus calme, passe ses journées à prier et à cuisiner. Souleymane, lui, s'assoit souvent sous l'arbre du centre du village. Il regarde les enfants jouer et murmure parfois. Si j'avais su. Aïssatou, elle, continue d'avancer. Elle ouvre des ateliers dans d'autres pays. Elle reçoit des prix. Mais ce qui la rend le plus fière, ce ne sont pas les trophées, ni l'argent, ni les articles. C'est de voir des filles comme elle sourire, apprendre, créer, croire en elles. Un jour, lors d'une grande conférence à Dakar, on lui demande « Qu'est-ce qui vous a donné cette force ?» Elle répond simplement « Le silence. Le rejet. L'injustice. Mais aussi, l'éducation. La foi. Et le pardon. » Puis elle ajoute « Je ne suis pas devenue forte parce qu'on m'a aimée. Je suis devenue forte parce que j'ai refusé de croire que je ne valais rien. » Son histoire est racontée dans les écoles, partagée sur les réseaux, transmise de bouche à oreille comme un conte moderne, une légende du présent. Elle inspire ceux qui souffrent, ceux qui doutent, ceux qui tombent. Et dans chaque tissu qu'elle crée, dans chaque motif tissé à la main, vit un message silencieux. Tu peux venir de rien, et offrir tout.